Bonjour à tous et bienvenue sur la radio du festival. Dans cette édition du samedi 2 octobre, l'état d'urgence est aux retraites. À Montsartou ce matin, ils étaient une quinzaine à manifester au cœur du festival. La réforme des retraites, projet clé du gouvernement, en a fait réagir plus d'un. Reportage Wessam Benassen. Aujourd'hui, ce sont les grévistes qui tirent la sonnette d'alarme sur la réforme des retraites tant contestée. En face de la médiathèque, une quinzaine de manifestants protestaient ce matin. L'implication de tous est de rigueur, comme François, bénévole au festival. On a été à la petite manifestation qu'il y avait symboliquement au rond-point tout à l'heure. Et puis de toute façon, on a prévu, nous, de distribuer des tracts pour essayer de faire un petit peu d'information et de pédagogie. Et puis on envisage de fermer le stand symboliquement pendant 1 heure ou 2 pour marquer le coup, pour montrer qu'on est solidaire des gens qui sont dans la rue aujourd'hui. Les citoyens comme Claude, qui se sentent concernés par cette réforme, n'auraient tout de même pas manqué le festival au thème alarmiste. Je serais allé aux manifestations à Nice, mais le festival est très attirant parce que c'est un festival très complet où sur le plan littérature, sur beaucoup de plans, les combats actuels. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui voulaient aller, s'il n'y avait pas eu le festival, se seraient retrouvés à Nice. Et il est heureux que les gens étant venus au festival aient pu participer malgré tout à cette manifestation. André Acchieri, maire de la ville et écrivain qui présente son livre « Mon combat contre les empoisonneurs », approuve évidemment cette manifestation et critique la politique actuelle. Ce que je pense, c'est que le président de la République s'en fout complètement. Il préfère s'occuper de la sécurité en pensant que ça va lui rapporter des voix et piquer des voix au Front National. La retraite, c'est secondaire pour lui, quoi. Ce matin, on a dit qu'à la radio, ils avaient dit qu'ils perdaient encore des voix ou non? Ils perdent des voix. Bientôt, j'ai plus que lui, moi. On s'est quand même demandé pourquoi, dans un festival engagé, aucun auteur n'ait été manifesté. Eh bien, je vous propose d'écouter Mathieu Cabane qui est allé poser la question à Nathalie Mollman, éditrice, et à David Snug qui est quant à lui auteur. C'était prévu que je vienne ici avant qu'il y ait la manif. Un salon comme celui-ci, qui est un salon quand même engagé, tient à être présent et ouvert, il ne va pas fermer. Nous, on est obligés d'être là dans la mesure où nous, on s'est engagé envers le festival. Notre présence, elle fait partie d'un engagement. Est-ce que concrètement vous regrettez de ne pas être à la manifestation? Ben oui, mais je suis un petit peu obligé d'être ici. Moi je suis tout à fait favorable à cette manifestation. Les retraites nous amènent à parler directement de l'emploi. Florence Aubenas, qui présente son livre Le quai de Ouistreham, nous explique le fonctionnement de Pôle emploi. Le principal problème de Pôle emploi, c'est que ça a été longtemps un organisme, pour aller vite, pour résumer, social, c'est-à-dire qui mettait en adéquation des personnes qui recherchent un travail et un marché de l'emploi. Et qu'il y avait là quelque chose d'humain, de faire des profils des gens, de faire, alors le terme est épouvantable et paraît presque cynique, de faire que le chômage puisse aussi être une deuxième chance, puisse être une chance d'une autre formation, puisse être l'occasion en tout cas, si ce n'est la chance, en tout cas cette manière-là. Or aujourd'hui, Pôle emploi n'est plus du tout ça. Pôle emploi est un organisme de statistique et de paiement d'indemnités. Donc grosso modo, on calcule combien vous allez toucher et on vous met dans une colonne, et si possible pas dans la colonne qui sont les chiffres politiques du chômage, c'est-à-dire la catégorie A, celle dont on vous donne les chiffres à la radio en disant voilà, ah là là, c'est terrible, ça monte, ça descend, c'est la catégorie A. Toutes les autres catégories, la catégorie A, c'est celle qui vous dit la personne qui est là cherche du travail et n'a pas travaillé une seule heure le mois dernier. Voilà. Et donc ce qu'on demande aux gens qui travaillent à Pôle emploi, aux conseillers d'emploi, c'est de vous trouver une formation, de vous trouver quelques heures, de vous trouver quelque chose qui fera que vous aurez au moins quelques heures d'occupé le mois dernier, qui vous fera partir de cette catégorie très politique qui est la catégorie A. L'état d'urgence, c'est aussi la question des femmes, de la corruption et de l'environnement. Avec déjà plus de 50 000 exemplaires vendus en Europe, Mourir pour vivre à nouveau de Sabatina James est un véritable best-seller. Ce roman autobiographique témoigne de la vie d'une Pakistanaise qui renie l'islam. Camille Courcy et Jean-Manuel Fortier. On pourrait qualifier sa vie de combat. Sabatina quitte le Pakistan à l'âge de 10 ans pour s'installer en Autriche avec sa famille. La vie à l'européenne lui tend les bras, une vie aux antipodes de son éducation qui révolte ses parents. Sabatina est considérée comme une rebelle. Il ne tarde pas à la renvoyer au pays, lui programmer un mariage forcé et l'enfermer dans une école coranique. Mais elle ne baissera jamais les bras, réussira son émancipation et se convertira même au christianisme. Aujourd'hui, elle est une infidèle aux yeux de sa famille. Les menaces de mort la suivent dans ce quotidien et pourtant, la jeune femme continue de revendiquer ses choix. When I published my book, most of the Muslim leaders in Austria said, quand j'ai publié mon livre, beaucoup de leaders musulmans m'ont dit que c'était seulement le cas de Sabatina James. Mais ce n'est pas le cas de Sabatina James, c'est le cas de 60 millions de jeunes filles dans le monde qui sont mariées de force. Mais on n'entend jamais parler de ça. 4000 jeunes filles ont été brûlées vivantes l'année dernière.
Qui entend parler de ça? La liberté de parole n'est pas telle qu'elle devrait l'être. C'est un signal alarmant pour moi. Je me bats pour ma liberté et pour ma foi et maintenant je peux prendre moi-même mes décisions. Je voudrais que toutes les jeunes femmes musulmanes fassent ce que j'ai fait. C'est une mission. Si je meurs, c'est tout. Mais jamais je n'arrêterai ce que j'ai commencé. Face aux menaces fréquentes, son éditeur a demandé une protection rapprochée. Car même au Festival du livre de Montsartou, les risques sont là. Propos recueillis par Philippine Attenberg. De surveiller et d'accompagner certains auteurs qui, vu que le festival quand même est assez engagé, pour pas qu'il y ait de problème, on ne sait jamais, donc je vais plutôt rester à proximité. Je ferai ça en tant qu'adjoint délégué à la sécurité. Voilà. Et au-delà des stands, vous ne vous occupiez pas de leur sécurité? Ah, en dehors des stands, non. Quand ils vont déjeuner ou à leur hôtel le soir, non, je ne resterai pas à côté. Hein. C'est que pendant le temps du festival. Mais je vous répète, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Hein. C'est plutôt pour les rassurer, eux. C'est l'éditeur qui nous a envoyé un petit courrier disant qu'il souhaiterait qu'il y ait 2-3 auteurs qui soient accompagnés. Voilà, qu'il y ait toujours quelqu'un à proximité. Bon, je ne suis pas tenu de rester à 5 mètres. Hein. Je peux être à 10-15 mètres. C'est la première fois qu'on a une demande d'un éditeur. On n'a jamais eu de demande pour une sécurité plus ou moins rapprochée. Et serez-vous armé? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Ça, c'est interdit. J'ai une petite matraque, mais bon, ça, c'est pas une arme. Et puis, j'ai pas le droit de le dire, donc je l'ai pas dit. Mais moi, je pense que c'est surtout pour rassurer l'auteur, hein, parce que depuis le temps qu'ils ont été plus ou moins menacés, ces auteurs, il s'est jamais rien passé, donc c'est pas aujourd'hui qu'il va se passer quelque chose. 328, c'est ce quartier sensible niçois. 328 comme 3 tours, 2 religions et 8 communautés. 328, c'est le premier livre de Moussa Ba, Souffrance, racisme, violence, mais aussi amour et joie. Moussa, jeune autodidacte, brise les clichés banlieusards. C'est un reportage de Camille Courcy. Aujourd'hui, le fait d'être au Salon du Livre, ça prouve aux jeunes qui sont des quartiers qu'on peut venir au Salon du Livre acheter un livre ou voir un auteur qui vient aussi d'un quartier. Donc moi, ce que j'essaie de faire avec mon livre, c'est faire passer un message, un vrai message. Si moi j'ai pu le faire, alors eux aussi pourront le faire. Est-ce que vous pensez que c'est un état d'urgence? Est-ce que c'est une urgence de faire entendre la voix des quartiers? Oui, je pense que c'est une urgence. Le quartier, c'est une partie de la France qui est délaissée. Le quartier a besoin de se faire entendre. C'est une voix, c'est une force. C'est le métissage, c'est la culture de la France, c'est l'histoire de la France. Il faut vraiment que ça change et que maintenant les quartiers puissent pouvoir avoir des opportunités et que les portes soient ouvertes, vraiment que les portes soient ouvertes à tous les jeunes de banlieue, à tous les jeunes de cité. Pollution, écologie, on peut dire que la Terre va mal. Bête noire des médias, Jean-François Narbonne est le toxicologue le plus demandé en France. Il voit le scandale dans tout ce qu'il touche. Aujourd'hui, c'est les panneaux photovoltaïques. Propos recueillis par Jean-Emmanuel Fortier. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a un scandale énorme. C'est, soi-disant que c'est vert, il faut faire des capteurs, des panneaux solaires, et on le fait avec du tellureux de cadmium, qui est un toxique formidable. Et aujourd'hui, les préfets bloquent tous les dossiers toxicaux d'exposition environnement, parce que Borloo veut de l'industrie verte. Le vert, c'est les emplois, les techniques alternatives, les énergies renouvelables, et on fout les mélanges les plus pourris pour les travailleurs et pour l'environnement. C'est-à-dire qu'on leur demande aucun dossier. Quand on transforme un incinérateur avec un truc bois, en 1 an et demi, on fait plus de dioxine avec un chauffage au bois que 14 ans d'un incinérateur. Un homme, pour le coup, convaincu. C'est aussi le cas de Geneviève Azam et de Roger Langlais que nous avons rencontrés hier à l'occasion des cafés littéraires. À chacun son urgence. Je pense qu'il y a vraiment une urgence écologique, sociale, et une urgence à trouver dès aujourd'hui des solutions qui permettent de sortir du système. Il était intéressant d'alerter à la fois les citoyens, tous ceux qui peuvent voter Europe Écologie, qui peuvent avoir envie de voter pour eux, et les militants, et leur dire donc soyez très vigilants, suivez vos leaders. Sans éditeur, pas de livre. Sans livre, pas de culture. Éditeur, un métier d'expérience, certes, mais pas seulement réservé aux plus âgés. La preuve, avec le plus jeune éditeur de France. C'est un portrait signé Johanna Pocobene. On se retrouve tout de suite avec Bernard Jacquet. Ces applaudissements, c'est un prodige de l'édition qui sont adressés. À seulement 19 ans, Merlin Jacquet possède déjà une certaine expérience. À 12 ans, alors j'ai rejoint un site internet, une communauté internet. À 13-14 ans, j'ai lancé donc une bibliothèque numérique et un magazine sur internet. Et ensuite, en 2008, j'ai fondé la maison d'édition. Les éditions Hydromel, c'est lui. Fort de son succès, ce blondinet n'a pas froid aux yeux, mais il sait garder les pieds sur terre. Si j'aimerais être un modèle pour les jeunes, pas
spécialement. J'aimerais qu'on s'intéresse davantage, mais pas que les jeunes, absolument tout le monde, à la littérature qui est un peu en déclin, la culture qui est un peu en déclin, il y a peu de choses nouvelles. Donc être modèle, je sais pas, peut-être pas, mais en tout cas provoquer l'intérêt sur ce que je fais. Cette maison d'édition fonctionne grâce à un appel à texte. Depuis son site internet, il choisit de publier les meilleurs textes selon un thème proposé. Mais le plus jeune éditeur de France, qui a beaucoup de responsabilités, n'en reste pas moins jeune comme les autres. Ouais, les bars, la bière, tout ça, impeccable. Merlin Jacquet est présent au festival jusqu'à dimanche pour défendre le nouvel ouvrage d'Hydromel. Au Festival du Livre, chacun son originalité. Par exemple, Christian est dessinateur de presse. Ce qui le différencie de ses pairs, la douceur de ses caricatures. Dans un milieu que l'on croit contestataire et polémique, les dessins de presse moins provocateurs trouvent aussi leur place. Le Canard enchaîné, fleuron de la presse satirique et des caricatures politiques, illustre cette tendance. C'est l'avis de Christian. Dans le Canard, il y a une diversité de dessinateurs qui font des trucs complètement différents. Il y a des gars puissants, agressifs, cabus, pétillons, etc. Et puis il y a des dessins d'une apparente douceur, Jean Wozniak. Il y a vraiment tous les styles et c'est ce qui est vraiment intéressant. Un caricaturiste à la manière douce peut aussi interpeller. Objectif de Christian, bousculer les mentalités. Moi, ce que je veux, c'est ne pas simplement prêcher à des convaincus, mais je veux que, par exemple, des gens du FN regardent mes dessins. Et puis, alors ça, c'est peut-être naïf de ma part, que ça les fasse un peu changer. Un caricaturiste plutôt particulier. C'était un reportage de Lucie Leger. La BD pour adultes s'invite au festival. Ce genre vieux de 40 ans déloge les traditionnels Astérix et autres Boule et Bill. Simon Mineri, éditeur niçois, et Robert Hugues, dessinateur, témoignent au micro de Manon Hombourger. Attention, ce reportage n'est pas tout public. Non, la BD, c'est pas quelque chose pour les enfants. La BD est un genre à part entière, donc c'est vraiment un combat en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur de bande dessinée, pour que la bande dessinée, qui est un art mixte, soit reconnue. Robert Hugues est un jeune dessinateur de 79 ans. C'est une véritable référence dans la BD érotique. Mais pour lui, la pornographie est bien loin de son art. Moi, je suis un dessinateur très académique, et puis voilà. Le côté artistique, comme je vous dis, porno, pas un truc qui m'intéresse vraiment à ce niveau-là. Mais je vous dis, c'est le dessin qui compte pour moi. La crise est partout, même dans la pornographie. La censure s'est amplifiée depuis quelques années, témoigne Simon Mineri. Il est temps qu'au XXIe siècle, on arrête de mettre des voiles sur les têtes des femmes et sur la littérature également. Il faut que la liberté revienne un peu, comme elle a tendance à disparaître. Des expositions de photos érotiques ont même été interdites en France, notamment à Bordeaux. Comme quoi l'état d'urgence est partout, même le sexe n'est pas épargné. À ne pas rater demain dès 10h à la Strada 2, le film d'Isabelle Clarke et de Daniel Costel, La blessure, la tragédie des harkis. À ne pas louper non plus l'entretien avec Martin Hirsch à 11h30, salle Léo Lagrange. Et enfin à 14h, nous vous invitons à vous détendre à la Strada aussi, en compagnie de Christophe Alévèque et de Guy Bodos. Les deux ensemble, ça promet. Cette édition est maintenant terminée. Elle a été préparée par les étudiants du DUT journalisme de Cannes. À la technique aujourd'hui, Florence Treuil et Camille Courcy. Merci à vous Frédéric. Merci Anna et à demain pour une nouvelle édition.